Bonjour à tous. Une petite capsule un peu rapide donc dans le cours de modèle linéaire appliqué, avec des petits exemples pratiques. Donc j'avais fait une première capsule, la numéro 22, où je prenais un exemple et je construisais un premier modèle, puis on le complexifiait au fur et à mesure. Là, je voulais juste revenir sur deux petits points un peu techniques, là encore illustrés sur des vraies données, essentiellement sur les histoires de transformation de variables. Donc j'ai pris et c'est aussi l'occasion de partager des bases pour tous ceux qui veulent s'entraîner. Donc, je vous ai mis accès à une base qui s'appelle le prix, qui est sur le prix des maisons, qui avait dû servir pour un projet les sessions passées. Donc, la base en question contient 1427 observations et 41 variables. D'accord. Donc, c'est une base relativement intéressante puisqu'on a beaucoup de variables explicatives. Alors, juste pour info, il y a beaucoup de variables qui sont des variables factorielles, ok, et relativement peu de variables euh, numériques. Okay. Les variables factorielles, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois. La principale difficulté d'un point de vue pratique, c'est de fusionner des modalités qui n'ont pas de différence profonde pour expliquer une variable d'intérêt. Okay. Je ne vais pas revenir là-dessus. L'idée aujourd'hui, c'est surtout de discuter l'utilisation des variables continues. Et en particulier, donc on voit par exemple la première, la superficie du logement. Okay. La variable d'intérêt, elle indique à la fin, c'est le prix du logement. Okay. Donc j'ai le prix d'une maison qui a été vendue, je ne sais plus exactement où. Mais j'ai pas mal d'informations. Donc j'ai des informations par exemple sur la superficie du terrain. Okay. Et j'ai une autre information, par exemple, l'année de construction. Et donc on essaiera de voir comment est-ce qu'on intègre ces grandeurs dans notre modèle. Okay. Donc là encore, si vous voulez vous pratiquer sur ce qu'on voit dans le cours, vous avez ces données à disposition. Juste regarder l'influence de la surface. Okay. Donc j'ai mis classiquement la surface donc, sur mon axe X. Okay. Donc j'ai mon axe X qui contient la variable explicative, donc en l'occurrence la surface du terrain, et en Y, le prix de logement. Okay. Alors, j'ai le graphique de données brutes à gauche, mais quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a des choses un petit peu, je ne sais pas si c'est dérangeant ou pas, mais on a des points qui sont très 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 éloignés. D'accord. Donc on a des points qui dépassent les 10 000. Alors je ne sais plus exactement l'unité, mais ce qu'on voit, c'est que la moyenne, elle est à peu près par ici. Et on voit on a une distribution qui est très asymétrique, d'accord, avec des queues relativement épaisses. Donc on a des observations très, très, très importantes. Et il s'avère que ces observations avec des X qui sont très, très, très importants, ça peut être un petit peu gênant dans la construction d'un modèle. En particulier, ça peut vous donner des points qui ont un effet levier relativement important. Okay. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Une stratégie assez classique quand on a des X qui sont avec une forte asymétrie, okay, donc une skewness relativement importante, c'est de passer au log. En particulier quand les deux, enfin, pas en particulier, il faut que les données soient positives. Et ici, on est sur des surfaces, donc la surface, on sait que c'est forcément positif. Si j'ai des zéros, c'est qu'il y a un problème. Okay, je ne peux pas acheter une maison qui a une surface de 0. Okay, donc j'ai une variable qui est continue, donc je peux prendre son log. Et donc c'est ce qui est fait ici, où je prends le log en x. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on a tout d'un coup des observations qui sont peut-être un peu plus intéressantes dans le sens où on a l'impression que quand on regarde la distribution de mes x, ben, on est relativement concentré. Alors j'exagère peut-être un petit peu, on a quand même pas mal de poids aussi sur des petits, mais on est surtout concentré au centre. Donc on a une distribution qui est en tout cas plus normale que celle qu'on avait au départ, qui était vraiment très asymétrique et ce qui peut avoir un impact relativement important dans la régression. Okay. Donc quand on a ça, assez classiquement, on peut être tenté de non pas régresser en y sur x, d'accord, x étant ma variable d'intérêt, c'est la surface, mais pourquoi est-ce que je mettrais ma surface mesurée dans l'unité de mesure, qui peut être ici des pieds carrés, des mètres carrés, je ne sais pas. Okay. Pourquoi pas travailler sur une variable transformée qui pourrait être le x. Okay. Donc il pourrait y avoir, on pourrait imaginer que la variable, elle n'est pas mesurée en pieds carrés, mais elle est mesurée dans une unité quelconque qui serait non plus linéaire, mais qui serait logarithmique. Okay. Donc c'est l'idée dans les modèles linéaires, c'est que je reste linéaire, dans le sens où on va continuer à faire un modèle de la forme bêta 0 plus bêta 1 fois ma variable, sauf que cette fois-ci, j'ai mon log de x comme variable et non plus la variable x. Okay. Donc on reste dans cette classe des modèles linéaires, je continue ici à faire du LM, okay, sauf que je vais mettre comme variable la variable en log pour potentiellement améliorer mon modèle. D'accord. Donc je reviendrai un peu sur la syntaxe, elle est relativement simple. Je mets la variable en log. Je reviendrai pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler, de mettre le log de la variable comme étant la formule de régression et non pas créer une variable qui serait la variable en log. Ça peut être un petit peu gênant pour la suite. Donc on peut utiliser le log, donc j'ai le droit de dire que je vais faire y égale
Éventuellement, je pourrais mettre 0 si jamais je veux pas de constante. En l'occurrence, encore une fois, je vous déconseille de mettre 0, donc on va plutôt mettre 1. Si jamais vous voulez absolument forcer, mais encore une fois, il y a toujours la constante, donc le 1 est inutile. Si jamais je voulais avoir une autre information comme est-ce qu'il y a un garage, je rajoute ma variable garage et je rajoute ma fonction f de ma surface. Okay, donc j'ai le droit d'utiliser cette fonction-là. Donc on a le droit de mettre une fonction dans une formule, et c'est relativement pratique. Donc en l'occurrence, ma fonction ici, c'est la fonction log et je peux l'utiliser. Okay, donc voilà ma prévision. Alors ma prévision dans le modèle 1 avec l'échelle log, elle est à droite. Donc on a un modèle linéaire. Si jamais vous êtes linéaire sur le log, je renvoie à une petite capsule que j'avais fait sur les transformations. On va avoir une fonction qui va être logarithmique ici. Donc on a cette évolution, alors, qui peut paraître un petit peu étrange. On a l'impression qu'on sous-estime très fortement quand on est à gauche, mais ça c'est juste qu'en fait je suis allé trop proche de 0, je n'ai pas d'observation aussi à gauche. Okay, on voit que au contraire, pour les petites valeurs, au contraire, on a peut-être encore un modèle qui surestime un petit peu. Okay, donc je sous-estime les valeurs de mes prévisions quand j'ai des x qui sont relativement petits. D'accord, donc peut-être qu'il faudrait corriger. Je vais revenir dans un instant sur comment intégrer quelque chose qui serait peut-être potentiellement non linéaire. Mais on voit, a priori, ce modèle-là a peut-être un peu plus de sens. Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais de mémoire, j'avais tenté de mettre à la fois le log de la surface et la surface. Et ce qu'il vous dit, c'est que la surface disparaît de votre régression. Donc, il préfère ce modèle avec un effet log plutôt que le modèle avec la surface. Okay, donc, je peux rajouter des effets non linéaires très facilement. De la même manière en fait, que je mettais une fonction poly quand je faisais des régressions polynomiales. Okay, je peux mettre une fonction log ou je peux mettre une sorte de fonction. Okay, donc, ça, c'est un des points sur lesquels je voulais discuter. Je vous montre ici comment intégrer un effet non linéaire, parce qu'ici, le problème est un peu différent. Donc, je regarde l'année de construction, avec toujours le prix. Encore une fois, je veux prédire mon prix. Okay, sauf que quand vous regardez le nuage des points, on se doute que ce n'est pas quelque chose qui est linéaire. Okay, puis je l'ai déjà dit, sur les prix des maisons, le modèle linéaire marche assez mal, essentiellement parce qu'on a un biais de sélection. Okay, donc une vieille maison qui est encore en vente aujourd'hui, une maison qui a plus de 140 ans, 150 ans, elle est forcément pas si mal que ça, sinon elle se serait déjà effondrée. On l'aurait détruite pour en reconstruire une nouvelle. Okay, donc, il peut être pertinent de se dire qu'il y a deux types de maisons qui ont une forte valeur, c'est les maisons anciennes et les maisons neuves. Donc, on va récupérer cet effet, on se doute qu'il y a une espèce d'effet quadratique. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai tenté deux modèles. Le premier modèle, c'est en mettant une fonction spline. Okay, donc, j'ai ma fonction spline ici sur l'année de construction qui apparaît. Et ici, j'ai mis une fonction qui était une fonction polynomiale, okay, qui est un polynôme de degré 2. Et en fait, si jamais vous comparez les deux, donc ici, vous avez l'approche par spline. Donc, par défaut, encore une fois, c'est des splines quadratiques ou cubiques. Okay, le nombre de nœuds va être déterminé de manière un peu optimale. Et ici, j'ai mon polynôme qui a été choisi comme étant de degré 2. Et ce qu'on voit, c'est que si vous comparez les deux courbes, en fait, elles sont très très proches l'une de l'autre. Okay, donc on voit que les deux modèles nous poussent à retenir l'idée qu'on ait quelque chose qui soit non linéaire. Okay, donc c'est un autre type de transformation. Je le motive d'une autre manière. C'est plutôt que j'ai vraiment clairement l'impression que j'ai quelque chose de non linéaire. Donc j'ai envie de l'intégrer. Dans le cas précédent, quand je le faisais dans ce cas-là, c'était essentiellement pour vous dire qu'il faut faire très attention à ces points qui sont à droite ici. Les points qui sont à droite, ils risquent d'avoir un effet levier important. Alors il faut regarder. Moi, je vous conseille de faire ici une droite de régression, puis de voir où se trouve votre régression, mais il faut faire un petit peu attention. Ces points aberrants, entre guillemets, en X, peuvent avoir un effet très important dans votre régression. Essentiellement parce que si jamais vous ratez votre régression et qu'elle passe par là, votre erreur qui va être ici, elle va être incroyablement élevée. Et comme je l'élève encore une fois au carré, elle va avoir un impact très très important dans la fonction objectif. Okay, donc, quand vous avez ces petits points un peu étranges, des fois, ça peut être intéressant de passer au log. Okay, ou alors de créer une catégorie maison très très grande ou très très grand terrain ou ce genre de choses. Okay, donc, je pourrais aussi tenter deux modèles. Enfin, voilà, on a toutes sortes d'options possibles. Mais le log est souvent une astuce classique. D'accord, quand vous voyez clairement un effet non linéaire, essayez de le capturer. Généralement, ça vous donne un meilleur modèle. Et encore une fois, si je mets dans votre régression, vous mettez un polynôme de degré 2 et que dans votre régression, vous apercevez que le coefficient associé au polynôme de degré 2 n'est pas intéressant, c'est que le degré 1 suffisait et donc on pourrait rester sur un modèle linéaire. Alors au niveau de la syntaxe, je vais peut-être faire un petit commentaire. Donc je vous ai dit de mettre la fonction, essentiellement à cause d'une propriété de la fonction lm. Donc la fonction lm, c'est cette fonction qu'on appelle en permanence quand on a des régressions. Je pourrais très bien faire un lm de y sur x.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un vecteur X que je régresse sur un vecteur Y. Et ça, j'ai le droit de le faire. Je pourrais le faire sur un vecteur X et une matrice X. Enfin, un vecteur Y et une matrice X. Okay. La seule chose, c'est que c'est un peu plus propre de le faire sur une base de données. Donc moi, ce que je vous encourage plutôt à faire, c'est de garder l'idée qu'on va demander de faire des régressions. Donc on va mettre un data égale base de données. Okay. Et ce qui va apparaître ici, comme X et Y, c'est le nom de mes variables. Okay. Donc ça paraissait un peu naturel, donc c'est pour ça que je n'ai pas insisté là-dessus, mais quand vous regardez l'équation précédente, je dis bien LM de prix expliqué par une fonction spline appliquée à construction année dans la base de données database. L'objet prix, grand P majuscule RIX, n'existe pas. Par contre, la variable, entre guillemets, prix, elle existe dans ma base de données database. Okay. Donc, ce que je mets ici, c'est le nom de la variable dans ma base de données database. Okay. Donc, ça, c'est le point important. Et pourquoi est-ce que c'est important? Alors, qu'est-ce que ça fait cette fonction LM? Cette fonction LM, donc à partir de ce data frame, donc cette base de données, bah, c'est en fait tout simplement ce data frame que je rentre en input de ma fonction. Donc, vous avez cette fonction en input. Okay. Et après, cette fonction LM, donc encore une fois, R est un langage objet, okay, va me créer un objet. Cet objet de régression, je peux lui faire plein de choses. Okay. Je peux lui demander quels sont les coefficients de votre régression. Donc, si vous appelez la fonction coefficients de LM, ben, il va vous renvoyer vos bêta chapeaux. Okay. Je peux lui demander les residuals, je peux lui demander toutes sortes de choses. Okay. Donc ça, c'est ce que je peux faire quand j'ai mon objet de régression. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que vous entrez votre input de base de données, vous faites tourner votre modèle dessus, et ensuite, vous allez récupérer tout ce que vous voulez dessus, y compris les prédictions au sens Y1, YN, c'est-à-dire les prédictions associées à vos XI qui sont observées dans vos données. Okay. Donc pour chacun des XI, vous obtenez une prédiction. Maintenant, vous avez le droit de faire une prédiction pour d'autres valeurs. Et je reviens 2 slides en arrière, c'est ce que je faisais ici. Okay. Donc ici, je voulais construire cette courbe. Donc cette courbe, comment je la trace? Je la trace avec la fonction predict. Okay. Donc je lui définis le vecteur de toutes les valeurs. Alors j'aurais bien commencé en 0, mais je ne vais pas prendre le log de 0, donc je commence à 0.001. Okay. Je vais jusqu'à une valeur qui est relativement grande, qui est tout à droite, qui est 2 en 10 puissance moins 5, donc 20 000. Okay. Et je demande 251 valeurs. Donc là, ça me crée mon vecteur U. Et comment est-ce que je récupère ma prévision? C'est marqué ici. Je récupère ma prévision tout simplement en faisant un predict de quel objet? De ma régression. Donc c'est mon objet qui sort de LM. Donc mon LM, je l'ai stocké dans cet objet reg1. Et je lui donne un new data qui va être aussi un data frame. Ça va être un data frame qui doit avoir exactement le même format que celui qu'on avait auparavant. Donc quand vous voulez faire une fonction predict, la fonction predict, elle va avoir comme input 2 objets. Elle va avoir comme objet la régression qu'on avait auparavant. Donc c'est la prédiction obtenue à partir d'un modèle. Okay. Donc je vais faire un predict sur mon modèle que j'ai construit. Mais je prédis quoi? Ben, je prédis les valeurs qui sont dans un autre data frame. Okay. Donc j'ai un autre data frame qui est en entrée. Et en l'occurrence, la seule chose qu'on lui demande, c'est d'avoir une variable qui s'appelle x, parce que ma régression est construite sur mes x. Okay. Donc je le mets parce que dans le devoir que j'ai donné, je vous demande de construire un modèle. À la fin, je vous demande de faire une prédiction sur une nouvelle base de données. Ben, il faut absolument que la base de données qui soit votre base d'input de votre fonction predict soit exactement du même format que celle que vous avez là-haut. La seule chose qu'elle a le droit de manquer, c'est la variable y. Okay. Et ça, c'est normal parce qu'il s'en moque. Il n'a pas besoin de connaître y pour construire des prévisions. Il a juste besoin d'avoir tous les x qui interviennent dans votre régression. Okay. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne pas créer une variable en log, parce que si jamais vous vouliez faire un y qui serait expliqué sur le log de x, vous pourriez très bien vous dire, je vais créer une variable qui s'appelle logx. Okay. Dans votre base de données, vous créez une variable qui s'appelle logx, qui va être dans cette variable-là. Donc ici, je vais créer un logx qui serait tout simplement le log de votre variable x. Okay. La seule chose, c'est que quand vous allez vouloir faire un predict, a priori, dans votre base, il n'y avait pas logx. Donc en fait, toutes les variables que vous allez essayer de créer dans votre data frame parce que vous voulez l'utiliser pour construire votre modèle, il faut faire attention, c'est que dans votre predict, il faudra falloir aussi que dans votre base, vous créiez toutes ces variables-là. Donc ça, c'est un petit souci qui peut exister quand vous vous amusez à créer des nouvelles variables. Quand vous créez des variables sur votre base, ce qu'on va appeler une base d'apprentissage, la base qui vous permet de créer un modèle, il faut absolument que ces variables soient aussi créées dans la base sur laquelle vous voulez faire des prévisions. Okay. Je ne fais pas une distinction entre les bases d'apprentissage et les bases de test, ce n'est pas l'objet de ce cours, mais c'est ce qui se cache derrière en fait. D'accord. Donc il faut vraiment garder toujours la même structure. Moi je vous conseille de ne pas trop toucher à votre base de départ, votre data frame de départ, mais de mettre les transformations dans votre variable LM. Alors je vais juste vous montrer un petit exemple
qui était un petit peu tordu, mais qui peut se construire. Ok. C'est dans une autre base de données. C'était aussi l'occasion de vous partager une autre base de données, qui est une base de données où on travaille sur des scores d'addiction aux drogues en fonction de toutes sortes de variables. Donc, on essaye de comprendre qui a des problèmes euh, de surconsommation de drogue, potentiellement de médicaments aussi, ok, en fonction de toutes sortes de variables explicatives. D'accord. Je passe un tout petit peu, mais une variable qui peut être intéressante, par exemple, ça peut être l'alcoolémie. Ok, est-ce que la personne est alcoolique ou pas? Donc l'information, la variable qu'on a, c'est drink average ou drink max, je ne sais plus laquelle je vais utiliser, mais c'est une variable, donc c'est euh, la consommation maximale peut-être pendant le dernier mois ou moyenne pendant le dernier mois, ce genre de choses. Ok. Donc si jamais je regarde par exemple la variable drink max, voilà le graphique qu'on a. Donc ici j'ai drink max et ici j'ai mon score. Donc encore une fois, ma variable d'intérêt est sur l'axe Y et une variable potentielle explicative est sur l'axe des X. Okay. Donc on aurait envie de se dire, j'ai la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que la majorité est concentrée entre 0 et 20 ou 30, mais on a des personnes qui montent sur des valeurs très 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 importantes. Et ça peut être dérangeant quand on veut faire une régression parce que ça va leur donner un poids très très important. Donc on pourrait se dire, je vais passer au log. Et c'est effectivement ce que je fais, je passe au log. Le problème, c'est que si jamais vous passez au log, ben on a un vrai souci. On a un souci, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des zéros. Dans votre base de données, ici, il y a des zéros. Alors, ça apparaît clairement ici, c'est que vous regardez, vous avez des zéros. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne boivent pas. Okay, et ces personnes, elles sont peut-être un petit peu particulières. Donc, j'ai le droit de passer au log. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va supprimer les observations qui étaient dérangeantes. Okay, mais ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire ici. Je n'ai pas envie de me dire que les personnes qui ne boivent pas, je les supprime de ma base de données. Au contraire, j'aurais presque envie de dire, elles m'intéressent. Et elles m'intéressent peut-être encore plus que le niveau d'alcoolisme. Okay, j'ai envie de me dire que, ok, peut-être que boire plus de 150, je ne sais pas ce que c'est, mais boire 3 fois plus que n'importe quel être humain moyen, c'est une information importante. Donc j'aurais envie de créer peut-être une catégorie d'extrêmes. C'est pas ce qu'on va faire ici. Ce que j'ai envie de dire, c'est au lieu d'avoir ma variable drink max, je vais utiliser ma variable indicatrice. Donc est-ce que la personne ne boit pas? Okay. Donc je vais me créer une variable indicatrice. Alors le i veut simplement dire que ce qui va être à l'intérieur doit résulter d'un calcul. Okay. Donc cette fonction i est relativement pratique. Donc en l'occurrence ici, je lui demande est-ce que x est égal à 0. Okay. Et ensuite, alors j'aurais bien voulu mettre le log. Le problème, c'est que si je mets le log et que je tombe sur un 0, il va avoir un problème. C'est que le log de 0, ça le dérange. Donc en fait, il va supprimer toutes les observations à 0. Donc j'ai fait une petite astuce, c'est que j'ai créé une fonction qui est en fait une fonction log, tout simplement. Donc j'ai fait une fonction log. La seule chose, c'est que je dis que quand je prends la valeur 0, il me renvoie un 0. Okay, et ça, c'est pas trop gênant parce qu'en fait, les personnes qui sont en 0, ok, je les prédis en 0. Mais vu que j'ai ma variable indicatrice, bah, si jamais il fallait mettre autre chose, je me déplace un tout petit peu. Okay, donc j'ai l'option d'avoir une valeur qui soit donc j'ai une prévision qui va être logarithmique. La seule chose, c'est que pour les valeurs en 0, bah, je m'autorise à prendre à peu près n'importe quelle valeur. Okay, et en particulier, je mets de côté le fait de ne pas boire, je l'exclus par rapport à ceux qui boivent même un tout petit peu. Okay, donc c'est une autre possibilité pour modéliser pour tenir compte d'une variable explicative qui pourrait prendre une valeur 0 et de manière pertinente. Encore une fois, ce n'est pas une erreur. Autant sur le logement, ça aurait été une erreur et ça m'aurait posé un souci. Donc, on peut les enlever, il n'y a pas de problème. Autant là, les personnes pour lesquelles j'ai une valeur 0, ce n'est pas du tout anecdotique et c'est même sûrement intéressant pour pouvoir prédire la consommation de drogue. Okay, donc, voilà ce qu'on peut faire. On peut intégrer des fonctions. Donc, c'était essentiellement ça que je voulais montrer dans cette petite capsule, le fait que j'ai le droit de mettre des fonctions ici. Et je vous encourage à le faire essentiellement parce que je peux en apprendre une petite partie de ma base, je peux prendre les 10 premières observations et faire un prédict dessus. Okay, donc, je n'ai pas besoin de créer des variables ou quoi que ce soit. Je me contente de dire, dans ma régression, il y aura essentiellement, au lieu d'avoir une seule variable pour un seul paramètre associé à ma variable drink max, j'en aurai deux. J'aurai l'indicatrice que ça vaut 0. Donc, ceux qui ne boivent pas, peut-être qu'ils ont une consommation plus élevée ou moins élevée. Donc, de manière un peu heuristique, j'aurais envie de dire, j'espère que j'ai un coefficient qui va être négatif. J'aurais envie de dire que ceux qui boivent moins se droguent moins. Après, peut-être que j'ai des études qui pourraient me dire le contraire, mais en tout cas, je pourrais avoir un coefficient non nul. Okay, et ensuite, j'ai ma fonction qui est une fonction log pour dire si jamais la personne boit, ce qui m'intéresse, c'est un effet log, juste pour la mettre dans une catégorie, en gros, de ne boit pas beaucoup, boit un peu ou boit beaucoup. Okay, les catégories étant de plus en plus larges derrière. D'accord, donc, c'est de dire que les personnes qui ne boivent pas trop ne doivent pas être trop éloignées du reste.
Ok. Alors, ça a aussi une autre interprétation, je vais peut-être le discuter maintenant, c'est que quand je fais une régression linéaire, je vous rappelle qu'une régression linéaire standard, c'est quelque chose de la forme suivante, y égale bêta 0 plus bêta 1 xi. Okay. Ça veut dire quoi l'interprétation du xi? Je l'ai déjà dit dans une capsule précédente, mais c'est une sensibilité, c'est une variation. Okay. C'est si jamais xi augmente de 1, de combien va augmenter y? Okay. Donc ça peut aussi s'interpréter comme étant la dérivée du log de y par rapport à xi. Okay. Donc c'est très exactement x1. Donc x1, c'est une variation relativement à une variation absolue de mon x1. Si jamais x1 augmente d'un petit quelque chose, de combien est-ce que je bouge? Si jamais je suis sur un effet en log, l'interprétation va être un peu différente. Pourquoi? Parce que l'interprétation va plutôt être en, en effet multiplicatif. Okay. C'est de dire, si jamais je double ma consommation d'alcool, qu'est-ce que je vais avoir comme impact sur ma variable y? Okay. Donc on est plutôt une interprétation multiplicative de notre coefficient, donc une interprétation en variable relative. Okay. Donc si jamais je multiplie par un certain coefficient, de combien est-ce que je bouge? Donc dans un cas, on est en variation absolue, dans l'autre cas, on est en variation relative. Okay. Mais voilà, ça c'est des choses que vous connaissez par cœur, donc j'insiste pas trop. Mais voilà, il y a une différence profonde quand on fait un passage en log, c'est de dire ce qui est important, c'est de doubler, plutôt que de dire je vais faire une petite variation de 1, parce qu'une petite variation de 1 quand vous êtes déjà à 150, c'est pas grand-chose, alors que quand vous étiez à 1, c'est beaucoup. Okay. Donc si jamais vous pensez effectivement que c'est une variation relative qui est importante pour prédire votre variable y, c'est légitime de passer sur du log. Okay. Et dernière petite discussion, alors qui est peut-être un peu plus complexe, c'est que pour le moment, je me suis essentiellement intéressé à transformer ma variable x. En fait, on pourrait potentiellement se dire, et qu'est-ce qui se passe si jamais je transforme ma variable y? Okay, c'est ce que j'ai fait ici, où je vous ai tracé donc l'année de construction et le prix. Okay, donc c'était le graphe qu'on avait tantôt. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'avais tracé le prix en échelle logarithmique? Okay. Pourquoi? Parce que j'ai aussi des points un peu aberrants. J'ai aussi l'impression que j'ai des points qui sont relativement importants, parce que j'ai des maisons qui coûtent incroyablement cher. Donc là, c'est assez classique. Sur les revenus, on passe classiquement au log. Le prix d'une maison, j'ai envie de me dire, c'est pas du revenu, c'est de la richesse. Mais j'ai aussi un effet queue épaisse. Donc ce serait possible effectivement de se dire que le log est peut-être plus pertinent. Et en fait, quand vous regardez le graphe du log, ben, on a des points qui ressemblent beaucoup plus à une régression classique, une régression linéaire, dans le sens où ben, j'ai des points qui semblent accumuler. En tout cas, j'ai pas cette surdispersion que je peux observer certaines années. Enfin, cette surdispersion. C'est pas le bon terme, mais cette survariabilité que j'observe certaines années. Okay. Donc le passage en log permet d'atténuer ces très grosses valeurs que je peux avoir sur les Y. Alors, le point de ma capsule aujourd'hui, c'est de dire, OK, on a le droit de passer au log sur le Y, mais il faut faire très, très, très attention. Transformer les Y, c'est quelque chose de très dangereux. Okay. Je présenterai les GLM juste après. Hein, dès qu'on a fini ces moindres carrés, on va attaquer les GLM. Les GLM vont un peu proposer une solution là-dessus. Et je vous encourage plutôt à utiliser les GLM plutôt que de faire des modèles linéaires sur des variables transformées, en particulier sur le log transformé. Pourquoi? Supposons donc un modèle linéaire, c'est tout simplement dire, ben, ce que je pense, c'est que, et c'est ce que je racontais quand je vous faisais ce petit modèle, quand je vous dis y0, enfin yi c'est bêta 0 plus bêta 1 xi, qu'est-ce que je sous-entends? Je sous-entends qu'en moyenne, l'espérance de y sachant x, ça doit être quelque chose qui est linéaire. Okay. C'est l'idée du modèle linéaire, c'est pour ça qu'on fait des moindres carrés. Les moindres carrés, c'est intimement relié à une notion d'espérance. Okay. Si jamais j'ai un modèle linéaire, ce que je vous dis, c'est bah, en moyenne, si jamais j'arrive avec un certain x, voilà où je pense être. Je pense être à peu près à ce niveau-là. Et bah, ma prévision va être linéaire. Enfin, mon espérance va évoluer linéairement avec x. D'accord? C'est ce que nous raconte cette formule-là. Supposons que j'ai fait un modèle sur le log. Okay. Donc ça veut dire que l'espérance de log de x, je pense qu'elle est un linéaire en x. Mais sauf qu'à la fin, il faut quand même revenir sur ma variable d'intérêt. C'est que le but n'est pas de prévoir le log du prix, le but est de prévoir le prix. Okay. Donc il y a un moment où j'aimerais bien quand même pouvoir récupérer l'espérance de y. Et il s'avère que l'espérance de y, ben, c'est pas la transformation inverse. Okay. Je n'ai pas le droit de dire que c'est l'exponentielle de ma combinaison linéaire. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement Jensen. L'inégalité de Jensen vous dit, et c'est aussi une propriété de l'espérance. L'espérance, c'est un opérateur linéaire, mais quand vous avez une transformation, une fonction non linéaire, je ne peux rien dire. L'espérance de yx, l'espérance de h de y, c'est pas h de l'espérance de y. Okay. Donc pour vous en convaincre, prenez juste h qui est un carré, l'espérance de y2, c'est pas
l'espérance de y, le tout à la 2. Voilà. Donc, on est un petit peu bloqué parce que je ne peux rien dire. Alors, l'inégalité de Jensen me dit quand même que si jamais je suis convexe, je peux quand même dire des choses. Donc, par exemple, ici, on sait que cette formule-là, en fait, elle va forcément sous-estimer. Donc, vous avez forcément un sous-estimateur de votre valeur, donc ce qui est un petit peu dangereux, en particulier sur des coûts de maison, sur des coûts de sinistre. Les coûts de sinistre sont typiquement de ce type-là. Les coûts de sinistre sont des variables qui sont très, très, très asymétriques. Donc, on a envie de prendre le log de Y. La seule chose, c'est que si jamais vous construisez un modèle sur le log, quand vous allez faire votre prévision, si jamais vous prenez l'exponentielle de votre combinaison linéaire, vous allez fortement sous-estimer, voire très fortement sous-estimer le coût réel des sinistres. Voilà. Pour l'avoir enseigné pendant plusieurs années, il y avait toujours des élèves qui me mettaient un modèle sur le log de la variable et prenaient l'exponentielle derrière. Généralement, on avait des primes d'assurance 2 fois plus faibles. Okay, ce qui veut dire que fondamentalement, c'est un désastre quand même. D'accord. Donc, vous mettez une compagnie en faillite, essentiellement parce que vous avez sous-estimé les coûts d'un facteur très très important. Et d'où est-ce qu'il vient le facteur? Mais il vient de cette formule à la fin. C'est qu'en fait, si jamais je fais une transformation en log, c'est le seul cas pour lequel je puisse dire quelque chose. En fait, si jamais vous avez que le log de y, je le modélise par un modèle linéaire, dans ces cas-là, je peux récupérer l'espérance de y. L'espérance de y, c'est tout simplement l'exponentielle de ma combinaison linéaire plus un demi de un sigma carré sur 2, sigma carré étant la variance de mon résidu. Okay, donc, il y avait à nous cette propriété, c'est juste une propriété de log normal. Ce que je vous dis, et je vous renvoie à ce que je racontais dans le modèle linéaire, c'est que le modèle linéaire, il faut aussi le penser comme étant un modèle gaussien. Okay, donc, ce qu'on disait, c'est quoi? C'est que le log de y, ça va suivre une loi normale qui est centrée sur x transposé bêta sigma 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que y suit une log normale. Et si y suit une log normale, son espérance, ce n'est pas du tout l'exponentielle de mu, c'est l'exponentielle de mu plus un demi sigma carré. Okay, donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette transformation. On a besoin de faire cette petite correction. De manière générale, il n'y en a pas. D'accord. Si jamais vous voulez faire une transformation avec autre chose qu'un log, je ne pourrais pas vous dire comment revenir en arrière. Okay, la seule chose, c'est que pour le log, on est capable. Mais c'est quelque chose voilà, on peut s'en souvenir, mais de manière générale, je vous encouragerais plutôt à ne pas faire de modèle en log. L'autre grande difficulté, c'est qu'une fois que vous avez fait un modèle en log, je ne sais pas comment le comparer avec un modèle qui ne serait pas en log. D'accord. Hormis en faisant une transformation, en récupérant nos Y chapeaux et en comparant, par exemple, le MSE ou de ce genre de choses entre deux modèles, ça pourrait avoir du sens. Mais vous ne pouvez pas comparer, par exemple, un R2 obtenu dans une régression linéaire sur la variable Y et sur la variable en log. Généralement, vous aurez toujours un meilleur R2 sur la variable en log. Okay, mais c'est purement artificiel. C'est le fait que j'ai concentré mes données. Mes erreurs, elles sont toutes petites. Okay, mon erreur, ici, elle vaut 2 ou 3, alors qu'ici, elle vaut plusieurs milliers. D'accord. Donc, on voit que c'est un peu triché. Donc, je ne vous encourage pas à le faire. Sachez juste que ça existe et que si vous voulez le faire, ça se fait de manière propre en prenant vraiment beaucoup de précautions. Ok, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. L'idée, c'était surtout de comprendre que vous avez le droit de faire des transformations de vos variables X. D'accord, vous avez le droit de faire des passages au log. Vous avez le droit de mettre des splines ou ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Mais pour la variable Y, c'est un peu plus compliqué. Ok, je m'arrête là et on se retrouve sûrement bientôt pour d'autres capsules. À bientôt.